Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Normandie, sur le plateau de Rouen cette fois pour 1 heure de débat consacré au premier tour des élections départementales dans l'Eure. Un département certes rural mais en proximité immédiate avec la région parisienne. 23 cantons y sont à renouveler, cantons dans lesquels nos 3 invités sont candidats. Avec nous ce soir, par ordre alphabétique, tout d'abord Timothée Houssin. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le Rassemblement national. Vous vous présentez dans le canton de Bernay, tout comme les autres candidats que vous voyez apparaître sur votre écran et juste derrière moi. 5 listes au total. Marc-Antoine Jamet, juste en face de vous, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts dans cette élection. Vous êtes candidat dans le canton de Val-de-Reuil où 4 autres listes sont en concurrence. Et pour finir, juste à côté de vous, Arnaud Levitre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat pour le PC La France Insoumise, la gauche combative, en fait, dans le canton de Pont-de-l'Arche, où 4 listes également sont présentées. Bonsoir à tous les 3. Merci d'avoir accepté cette invitation à débattre, contrairement à la majorité départementale actuelle. Nous avons sollicité le camp du président sortant, Pascal Lehongre, qui a jugé, je cite, ce débat inéquitable et réducteur. Il a donc fait le choix de refuser d'y participer. Sachez que nous en sommes désolés. Un rappel des règles du jeu, 52 minutes à vous partager durant lesquelles vous vous exprimerez pour être le plus concret possible pour le département et non pas pour chaque canton dans lequel vous êtes candidat. Ce soir, nous parlerons social, que mettre en œuvre après la crise sanitaire, santé, comment rendre efficace la lutte contre les déserts médicaux. Nous aborderons également la question de la fracture numérique. L'heure aurait, semble-t-il, rattrapé son retard avant de vous entendre conclure cette émission par une thématique de votre choix. Mais avant cela, une image. C'était le 15 janvier 2019 dans un gymnase au Grand Bourteroul. Emmanuel Macron prenait la parole au milieu des élus locaux alors que la crise des Gilets jaunes faisait rage. Il avait ce jour-là appelé les élus à lui venir en aide, à les assurer de l'importance de leur mission d'élus sur tous les territoires. Ces élections départementales sont des élections locales. Première question, avez-vous le sentiment 2 ans plus tard que la promesse du chef de l'État a été tenu? Non, on a eu, quand Emmanuel Macron est venu, un long discours. Il a discouru pendant 6 heures auprès des élus locaux, mais ça n'a pas été suivi réellement d'effet. Ça faisait suite à la crise des Gilets jaunes. Quand on regarde aujourd'hui les revendications et les problématiques qui étaient celles des Gilets jaunes, il n'y a pas eu de véritable réponse. Les problématiques dont souffre la ruralité et le fait qu'elle dispose moins des politiques publiques, ça continue à exister. Il y avait un problème de représentativité. Emmanuel Macron a par exemple proposé la proportionnelle. Finalement, il a enterré cette promesse. Et puis, on a l'impression que le dialogue, il est rompu. Ce soir, où sont LREM? Ils étaient invités à ce débat. Ils gèrent aujourd'hui le département. Ils sont incapables de venir défendre en réalité leur bilan. Et puis, aujourd'hui, ils cachent leur étiquette, puisque sous le vocable d'Ensemble pour l'heure et de candidats divers droite, on a en réalité les candidats d'Emmanuel Macron qui ne s'assument pas auprès des électeurs. Marc-Antoine Jamet, vous souhaitez réagir? La démocratie, c'est bien de revenir au principe. Le président de la République était venu 6 heures, M. Lehongre, M. Lecornu, M. Leroy, M. Kettel et tous ces gens-là, puisque ce sont essentiellement des hommes, n'ont pas jugé normal de venir 6 secondes s'expliquer devant les électeurs. Je trouve ça un peu normal. Peut-être que le courage a fui depuis quelque temps, peut-être ont-ils peur, mais c'est vrai que cette chaise vide, elle a 2 significations. La première, c'est la chaise vide de l'échec, de la faillite, du bilan. Leur chaise vide est terrible. Pas de connexion, des policiers qui vont travailler ailleurs, la pandémie qui a mal été suivie, la santé qui n'est pas au rendez-vous, l'environnement qui n'est pas protégé. Et elle a une 2e signification et qui est la plus importante. En démocratie, il faut respecter les électeurs. En démocratie, il faut respecter les adversaires. Alors évidemment, ils sont dans l'ennui. Ils ont 2 listes régionales, l'un vote pour l'une, l'autre vote pour l'autre. Évidemment, ils sont de 2, 3, 4 ou 5 partis, ce qui fait qu'à la fin, une chatte ne retrouverait pas ses petits. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est qu'on ne sait pas cette année qui sera sur le devant de la scène et qui sera dans le trou du souffleur. Et quand on a un slogan qui est « faire face », on ne commence pas par tourner le dos. Arnaud Levitre. Écoutez, faire face, moi je dirais plutôt faire volte-face, pour une raison simple, c'est que si on revient sur le grand débat, Emmanuel Macron avait été demandé par le peuple, vous vous rappelez de la crise sociale dans laquelle on était, et très qui est attendu toujours ce très jour-là, attendu très aujourd'hui. attendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Et aujourd'hui, pour reprendre un peu ce qui a été dit, c'est qu'on se retrouve aussi
ici sur un débat démocratique très important pour démontrer, certainement avec nos différences respectives dans le débat, l'acte démocratique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la droite macroniste est en train de faire? C'est refuser le débat. C'est un vrai déni de démocratie qui nous pose un vrai problème parce que, permettez-moi quand même de susciter une chose, l'absence physique, d'abord on l'a dit, l'absence de logo sur leur programme, sur leurs affiches, et puis l'absence de perspective politique, parce qu'entre nous, disons-le, c'est une bande de petits comptables qui gèrent aujourd'hui d'une manière administrative. Ils ont oublié une chose essentielle pour le département de l'Eure, c'est faire humanité. Et faire humanité, nous, on veut opposer à cette absence une présence pour un département plus démocratique, une présence pour un département plus écologique et une présence pour un département plus protecteur. Je pourrais y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Oui, depuis cette crise sociale des Gilets jaunes, il y a une autre crise en fait qui a pris le relais, la crise sanitaire, celle du Covid, avec cette question, l'accompagnement des plus fragiles, des plus démunis, des personnes âgées, des jeunes. C'est l'une des responsabilités principales des départements. Dans l'Eure, 91 millions ont permis au RSA, au RMI, aux autres allocations en fait, d'être payés. Avec le Covid, la demande des bénéficiaires a explosé, plus 5,7 rien que pour le premier semestre. Marc-Antoine Jamay, quelles mesures concrètes on pourrait mettre en place pour accompagner au mieux les plus démunis? La mesure concrète, c'est de changer de logiciel, changer de lexique, changer de méthode. C'est-à-dire qu'on a devant nous un département qui est heureux d'avoir chassé 250 personnes du RSA et qui est fier d'en avoir laissé 4000 en dehors. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de communication. Ici, on ne respecte pas les droits. Et moi, j'aimerais un département qui mobilise plutôt qu'un département qui méprise. Un département qui donne à chacun ses droits. C'est une politique honteuse. Rendez-vous compte que des gens qui pourraient bénéficier de cet accompagnement. Et l'accompagnement n'est pas de l'assistance. L'accompagnement, c'est de l'investissement, c'est de l'anticipation. Aujourd'hui, on laisse des gens s'enfoncer dans la pauvreté, loin de l'hôpital, loin du logement, loin du travail. Comment les retrouvera-t-on ? Dans 3 ans, dans 5 ans, dans des conditions épouvantables. Et moi, je suis quelqu'un qui est pratique et concret. Et donc, je pense que ce RSA, il aurait dû aller normalement vers des gens qui en ont besoin et qu'on est en train de sauver. 2 mesures très rapides. La première, elle me paraît essentielle. Il faut un revenu minimum aux jeunes entre 18 et 25 ans. Pourquoi ? Comme un investissement. Quand ils auront arrêté leurs études parce qu'incapables de payer leur transport, leur ordinateur, leur manuel, leur déplacement, qui retrouvera-t-on ? Des gens non diplômés, non qualifiés, non employables. C'est l'intérêt de tous, c'est l'investissement de tous et c'est important. C'est ce que j'appelle starter, un revenu de 400 € qui serait donné sous condition de ressources et avec un retour vers la collectivité qui me paraît très important. Et puis, ce qui me paraît essentiel, mais là c'est de la folie, la politique éducative de ce département dans lequel on trouve, parmi les hautes sphères, aucun professeur, aucun instituteur, c'est de faire des collèges à 1000. Ma maman était professeure dans des villes de banlieue. On faisait des collèges de 1000 à cette époque. Les enfants se levaient, on était en 62-63, disaient « bonjour madame, bonjour monsieur ». Aujourd'hui, mettre 80 adultes au milieu de 1000 enfants, c'est de la folie. Une mesure simple pour préparer l'avenir dans l'Eure, des collèges pas à plus de 550, Louviers explose, Le Vaudreuil explose, un collège 1000 à Pont-Audemer, un collège 1000 à Pont-de-l'Arche, c'est de la folie. Ces gens-là sont en train de préparer notre perte. On en reparlera de l'éducation. Timothée Houssin, il faut maintenir ces aides aujourd'hui, le RMI, le RSA, selon vous ? Écoutez, moi je pense qu'il faut avant tout rétablir la justice sociale. Il y a 2 points différents. Il y a en France une fraude sociale qui coûte 1 milliard d'euros par an. Il y a des gens qui fraudent l'aide sociale, qui en bénéficient de façon indue. C'est pas la règle. Il faut que le département embauche des personnes, des contrôleurs qui puissent lutter contre cette fraude sociale. Ça va nous permettre de faire un certain nombre d'économies. Et puis il y a une autre partie de la population, elle, qui a le droit à un certain nombre de politiques sociales, mais qui n'en bénéficie pas, soit parce qu'elle n'est pas au courant, soit parce que souvent en habitant par exemple dans la ruralité, elle n'a pas la capacité, notamment administrative, d'en faire la demande. Donc il faut remettre aussi des services publics pour ces personnes, par exemple par le biais de maisons de services publics dans la ruralité. Nous proposons aussi des bus des services publics et de l'emploi qui en fait tiendraient une permanence par demi-journée dans des villages. Et donc le bus amènerait les services publics dans la ruralité la plus reculée pour permettre à tous ceux qui le méritent d'en bénéficier. Mais c'est une politique qui va dans les 2 sens. Et quand j'entends Monsieur Jamay parler d'un RSA à partir de 18 ans, moi je pense qu'il faut lutter contre une politique qui serait comme ça, une politique sérieux. Expliquer comment ça peut être financé. La gauche nous dit entre 18 et 25 ans, si vous n'avez ni emploi ni formation, vous toucherez un RSA. Moi, je vais vous dire, entre 18 et 25 ans, si vous n'avez pas d'emploi, vous devez être dans une formation. Bien sûr. Il faut absolument accompagner les jeunes, non pas par le biais de l'assistanat, mais les aider à les remettre dans les entreprises, les mettre en lien avec ces entreprises pour qu'ils puissent obtenir à terme un emploi.
Arnaud Levitre. Quand même, moi, ce que je veux dire, une chose assez simple, il faut quand même se poser la question. Le Front National nous explique qu'il y a la fraude au RSA, c'est peuplé de fraudeurs. Aujourd'hui, la fraude au RSA dans le département, c'est 3 millions d'euros. Moi, je dis que le principal fraudeur aujourd'hui, c'est l'État. L'État doit 50 millions au département au titre du RSA. 50 millions. Moi, j'ai le souvenir quand même d'un jeune président ambitieux qui s'appelait Sébastien Lecornu en 2015, qui nous expliquait, et une fois n'est pas coutume, j'étais d'accord avec lui, de dire on va faire la grève au RSA. Ça sous-entend qu'il faut demander à l'État l'argent qu'il nous doit. Malheureusement, il est devenu ministre. Et quand il est devenu ministre, on n'entendait plus rien. Moi, ce que je veux dire quand même, je reviens, nous, on propose un RSA jeune pour les 18 à 25 ans. Pourquoi ? Parce que quand on est jeune, on a la majorité politique, on a la majorité légale, et on n'aurait pas la majorité sociale. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ? Et c'est assez simple. Moi, je dis quand même que 40% des personnes qui pourraient prétendre au RSA aujourd'hui ne le demandent pas. Il y a une vraie raison. Donc la fraude, c'est l'État, aujourd'hui, qui doit donner de l'argent. Et puis, pour financer le RSA jeune, moi je peux simplement vous dire une chose. En France, il y a 5,5 millions de jeunes. D'accord ? L'État doit à tous les départements au niveau national 5,7 milliards d'euros. Si on retire les jeunes déjà qui travaillent, si on retire les jeunes qui sont en formation professionnelle, si on retire les jeunes qui sont étudiants ou qui bénéficient déjà du RSA parce qu'ils sont parents isolés, il reste 420 000 jeunes. Sur ces 420 000 jeunes multipliés par 500 euros d'allocation, ça fait à peu près 2,5 milliards. 2,5 milliards à retirer, ou en tout cas à mettre en ratio avec les 5 milliards 700 000 euros que je vous dis, 700 millions d'euros que je vous disais tout à l'heure. Voilà une proposition économiquement chiffrée qui ne permet non pas d'effacer ou de culpabiliser des gens qui sont déjà dans la misère, mais en tous les cas, je vous rappelle que le corps du département, c'est le social. Donc il faut y aller, il faut mettre le paquet là-dessus. Justement, je voulais vous parler cette fois des personnes âgées aussi. Là, on vient de parler des jeunes. La crise aussi a révélé nos lacunes en matière d'accompagnement des personnes âgées dans les maisons de retraite, mais aussi à domicile. Quelles mesures il faudrait justement prendre pour que ça soit une situation pérenne, efficace moi, j'ai une solution pour les personnes âgées ? Arnaud Levitre, après ce sera Monsieur Jamet. Une proposition aujourd'hui, effectivement, le 4e âge, c'est un vrai problème. On se rend compte aujourd'hui que, et ça concerne toutes les familles, ça. Quand on a des grands-parents ou des parents qui sont en difficulté, évidemment, on cherche quoi ? On cherche un EHPAD. Un EHPAD, aujourd'hui, il faut avoir l'argent. Et vous imaginez le réflexe de culpabilité des familles qui n'ont pas l'argent pour pouvoir prétendre à financer pour leurs parents. Il faut avoir de la place. Et moi, je vais vous donner un exemple d'un couple que je connais bien qui sont arrivés en EHPAD, en fin de vie. Et il n'y avait pas de place. Donc, monsieur était au 4e étage, madame était au 2e étage. Mais ça, donc, c'est plus possible. C'est plus possible, ça, aujourd'hui. Non, on le sait, avec ce qui s'est passé avec le Covid. La solution que je porte, on a le sentiment que c'est toujours à la petite semaine. Vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Levitre ? Je suis d'accord avec vous. Et nous, on porte la création de maisons de vie par bassin de vie. Pourquoi ? Parce qu'il nous paraît intéressant, justement, de réhumaniser, de faire humanité, justement, et de permettre à nos anciens de pouvoir vivre au cœur de leur village, au cœur de leur famille, et évidemment en couple. Ça nous paraît très important. Monsieur Jamet. Arnaud a raison, c'est l'EHPAD à domicile qu'il faut choisir, c'est l'humanité, c'est la proximité, c'est-à-dire rester chez soi, c'est-à-dire pouvoir bénéficier des commerçants qu'on a connus. Et pour ça, il y a deux solutions. Il y a la solution de l'EHPAD à domicile, mais ça marche évidemment avec de la télémédecine, mais dans un département où l'Internet n'est pas connectable, c'est impossible. Ça marche avec des médecins salariés, avec des antennes de santé, des centres départementaux de santé, et ça marche surtout avec de l'invention, avec de la vision et avec de l'ambition. Des résidences générationnelles, intergénérationnelles. Est-ce qu'on l'a demandé simplement aux bailleurs et aux promoteurs ? Non. Le béguinage, il faut le reconnaître, dans le grand âge, les femmes vivent plus vieilles que les hommes. Et nos ancêtres avaient su créer cet endroit où on trouvait tout autour d'un gardien, de gens qui étaient capables de planter un clou, de remettre une ampoule, des gens qui pouvaient se regrouper. C'est une bonne idée aussi. Et enfin, l'EHPAD à domicile, c'est-à-dire conserver avec la famille qui doit avoir le droit au répit, qui doit à un moment pouvoir être relayé. Mais c'est ne pas oublier non plus les personnes handicapées, parce que dans ce département, on traite mal les personnes âgées, mais on traite mal les personnes handicapées. On a actuellement dans n'importe quel dossier des durées qui sont des durées qui se comptent en années, alors qu'elles devraient se compter en mois. Et puis, je vais dire quelque chose qui est un peu dur. Dans le département de l'Eure, on ne traite pas obligatoirement bien les gens qui sont des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est inclusif, on dit qu'on est ouvert, et en fait, on est un peu dans la maltraitance par la durée, par le non-traitement, par la non-assistance. Et ça pose un problème. On met l'abbé Pierre... C'est aussi ce que la crise du Covid a révélé, ça. Oui, on met l'abbé Pierre en avant, on met Mère Teresa en avant, mais quand il s'agit de s'occuper des autres, de s'occuper des personnes âgées, on dit handicapées ou des jeunes, on ne s'en occupe pas. Et je pense que cette crise, elle a montré qu'il fallait de la solidarité entre les générations, la solidarité entre les territoires et la solidarité tout bêtement entre les gens. Et quand on n'anime pas ça au niveau d'un département, quand on montre plutôt de l'égoïsme, eh bien, c'est tout qui se délite, les repères, les valeurs, les idées.
Timothée Malheureusement, Hossin. la Moi, je voudrais vous entendre. Nous avons quand même plusieurs Je voudrais propositions qui l'entendre sur la effectivement question des se personnes âgées. recoupent avec les propositions qu'ont fait nos adversaires. Effectivement, l'aide au maintien à domicile, notamment dans la ruralité, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est demandé et qui n'est pas pour le moment mis en place. Il y a des possibilités aussi d'organiser, il appelle ça, monsieur Jamais, des béguinages. Nous, on appelle ça des colocations, entre guillemets, entre personnes âgées. Et puis, on parlait tout à l'heure de la problématique des personnes âgées. Mais il n'y a pas qu'une problématique, il y a aussi une opportunité. C'est-à-dire qu'il faut aussi construire des maisons de retraite et puis il faut former des personnes pour les tenir. Pourquoi on ne fait pas ça, monsieur Hossin, aujourd'hui qui cherchent un emploi. Nous, on nous propose de faire 1600 formations pour des jeunes de l'heure pour qu'ils puissent travailler dans ces EHPAD. Et il n'y a pas forcément que les personnes âgées euroises. On est un département un peu rural qui est à la croisée de l'Île-de-France, de la métropole rouennaise, de la métropole de Caen. On peut aussi attirer pour la création de maisons de retraite de personnes âgées qui habitaient d'autres départements. Et ça peut aussi être un vivier d'emploi pour nos jeunes demain. Pourquoi on n'y arrive pas sur le long terme, en fait moi, c'est ça que je ne comprends pas. Et je pense qu'on est assez nombreux, en fait, sur cette question-là, à ne pas prendre en charge, à ne pas prendre vraiment la question à bras-le-corps, à votre avis? Je pense qu'il faut un programme clair et des investissements sérieux dans ces domaines. Et puis, il faut peut-être aussi que la majorité départementale, soit qu'elle change, soit qu'elle écoute son opposition, parce qu'on voit autour du plateau qu'il y a énormément d'idées. Il faut surtout que la majorité départementale comprenne que gérer un département, c'est pas simplement la litanie des chiffres, quoi. Je reviens sur faire humanité. Faire humanité, c'est faire des choix. Quand on est dans une collectivité, quand on vote un budget, c'est un choix extrêmement politique, c'est un choix courageux. Eh bien, moi, je demande aujourd'hui au département, et j'espère bien qu'on sera dans la majorité demain, nous, la gauche, pour faire des choix courageux au service des gens, au service de la jeunesse. Je rappelle que même c'est quand même la génération sacrifiée du Covid, il faut se le dire, et c'est inacceptable. Et effectivement, de la même chose pour nos aînés qui ont bien le droit demain de pouvoir prétendre à avoir un peu plus d'humanité sur leur territoire. C'est ce qu'on reproche aussi au département, souvent, c'est d'être le guichet des prestations sociales. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir d'incarnation. Ça, c'est ce que la droite dit. Il y a peu de gens qui savent qui en est le président, il y a peu de gens qui en savent les priorités, il y a peu de gens qui en savent la politique. Parce que 6 années de silence et 6 années de Wallis et Futuna, 6 années de Nouméa, ça pose problème à un moment. C'est-à-dire que l'Eure n'est pas un territoire d'outre-mer. L'Eure est un département de la Normandie. Il faut le gérer avec un peu d'attention, un peu d'affection et un peu de présence. Et cela, ça a manqué beaucoup. Pendant 6 ans, la page a été vide. C'était une sorte de parenthèse. Je propose qu'on ferme la parenthèse et qu'on retrouve une incarnation, une force. Et comme on l'a dit, on l'a tous dit, des priorités. Quelles sont les priorités de ce département alors qu'il vient de gouverner pendant 6 ans? On va en parler justement. Parlons santé, si vous le voulez bien, à présent, messieurs. Ce n'est pas une compétence, sachez-le, directe du département, puisque la santé dépend de l'État. Mais les départements, par exemple, ont coordonné la dernière campagne de vaccination contre le Covid. Et surtout, doivent faire face, en ce qui concerne l'Eure, à un fléau, la désertification médicale. Mauvais élève de la classe des 5 départements normands, l'Eure compte un médecin pour 1846 habitants, ce que reconnaît d'ailleurs l'ancien président du département, Sébastien Lecornu, candidat à l'AREM dans le canton de Vernon. On l'écoute. L'ensemble des hôpitaux désormais publics de notre département sont plutôt désormais en bonne santé, avec une offre de soins qualitative et des budgets maîtrisés. Et ça, c'était bien sûr la première étape du combat qu'il fallait mener. La deuxième étape maintenant, c'est bien sûr de travailler sur la médecine de ville, les généralistes, mais aussi les spécialistes sur lesquels malheureusement les délais sont beaucoup trop longs. Là, il y a une discussion à avoir avec les facultés de médecine. Il faut aussi se mettre à la place de ces jeunes femmes et hommes qui, jeunes internes, se projettent ensuite sur une installation. Qu'est-ce qui fait qu'on va venir habiter ou travailler dans l'Eure ? Sébastien Lecornu qui se présente, regardez, dans le canton de Vernon, l'a dit, pour respecter l'équité. Voici d'ailleurs les autres candidats alignés face à lui lors du premier tour. Avant de vous faire réagir, monsieur Hossin, comment les attirer, les faire rester, les médecins? Écoutez, tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler, vous avez dit que c'était le pire des départements normands. Non, c'est le pire département de France. On est le département de France qui a le moins de médecins par habitant. C'était déjà le cas lorsque M. Lecornu a été élu à la tête du département et rien n'a été fait. Le département consacre 300 000 € par an à la démographie médicale. Là, il parle d'université. Alors, nous, on a justement une proposition qui va dans ce sens, parce qu'il faut faire venir des jeunes médecins, parce qu'on a des médecins dans l'Eure, ceux qui sont là, qui sont vieillissants et qui mathématiquement vont partir en retraite. Nous proposons de financer les études
d'un certain nombre de jeunes étudiants en médecine, y compris d'ailleurs de jeunes qui ne viennent pas du département de l'Eure. En contrepartie de ce prêt, ils s'engagent à s'installer pendant un certain nombre d'années dans le département. Leur travail dans le département donc vous voulez précariser la jeunesse, vaudra remboursement de ce prêt. S'ils ne se tiennent pas leur engagement, ils le rembourseront de façon pécuniaire. Et puis en fait, un jeune qui vient d'être diplômé en médecine, qui a 25-30 ans, qui vient passer 5 à 10 ans dans l'Eure, qu'est-ce qui va se passer? Il va se créer une clientèle, il va peut-être faire sa vie, rencontrer un conjoint, et il va rester dans le département de façon très longue. Après, il y a une autre problématique aussi qui est celle des spécialistes. Et là, il faut avoir un vrai travail de chasseur de tête, c'est-à-dire qu'il faut créer des maisons médicales assez avantageuses pour les spécialistes, cibler les endroits où il manque un spécialiste et aller les recruter, notamment dans la région d'à côté, l'Île-de-France, qui a une bonne démographie médicale et qui, dans un contexte post-Covid, on sait que beaucoup de franciliens aimeraient aller à la campagne. Allons chercher ces médecins. Il n'y a que quelques kilomètres. Il y a 6 créations de structures médicales qui se sont faites dans le département sous la dernière mandature. Monsieur Levitre. Oui, non, mais je suis content parce que le Front National donc, propose de précariser la jeunesse, en tous les cas les étudiants, parce qu'en octroyant un prêt, voilà. Donc, non, ça permet justement, monsieur, à des étudiants justement modestes de faire des études de médecine, ce qui est un ascenseur social. Vous l'avez dit, 167 médecins pour 100 000 habitants, 603 000 habitants à peu près dans l'Eure aujourd'hui. Et puis, il faut peut-être discréditer ce qui existe, parce que j'entends Sébastien Lecornu, mais qu'est-ce qu'il a attendu depuis 2015 quand même pour faire en sorte que vous nous expliquiez quelques petites choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a été créé des maisons de santé. Ça veut dire qu'on a créé des murs. On a créé un investissement sans se préoccuper de qu'est-ce qui allait se passer dans ces murs. Première chose. La deuxième chose, on propose une prime de 200 € pour les étudiants qui viendraient faire leur stage dans le département de l'Eure. Non mais est-ce que vous pensez que ça peut participer à l'attractivité de nos territoires? Nous, on formule 3 propositions. La première proposition, c'est de créer des centres de santé publics départementaux avec des médecins salariés. Pourquoi des médecins salariés? En plus, c'est autofinancé par les honoraires. Et donc, le département aura à charge de redéployer ces médecins sur les zones désertifiées en termes de santé. Première chose. La deuxième chose, nous, on propose une bourse attribuée aux étudiants. Ça peut être 800, 1000, 1200 €. Il faudra regarder en fonction. Et la contrepartie, c'est que les futurs médecins viennent s'installer 5 ans dans le département de l'Eure. Et puis, on parlait de la faculté de médecine tout à l'heure. La faculté de médecine, on a un vrai problème dans l'Eure, on n'a pas de fac. Eh bien, nous, on propose de faire une antenne de la faculté de médecine dans le département de l'Eure. Pourquoi? Parce qu'un étudiant demain qui va venir dans l'Eure étudier la médecine, eh bien, il va il va se connecter à notre territoire, il va peut-être fonder une famille, il va peut-être avoir envie de rester. Donc voilà, ces 3 propositions, à mon avis, peuvent réduire considérablement la fracture médicale qui existe, notamment sur le département de l'Eure, vous l'avez dit, en entrée, désertification médicale, la première. Marc-Antoine Jamay, sous la dernière mandature, je disais 6 créations de structures médicales. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est pas suffisant. Tout le monde l'a dit, la Mutualité française, qui n'est pas un groupuscule d'extrême gauche, dit que nous sommes derniers partout, derniers dans la densité médicale, derniers pour les spécialistes, derniers pour les généralistes, derniers, pire encore, pour les zones où il n'y a aucun médecin, et dernier avec 10% de la population qui n'a pas de médecin traitant. Alors, quelques mesures très simples. La première, demander aux professions de santé leur avis. Ce département n'a réuni les professions de santé à aucun moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à ceux dont c'est la spécialité ce qu'ils en pensaient. Deuxième chose, il y a une aide de 43 000 € qui est donnée par l'État pour installer des médecins dans des zones où il n'y en a pas. Qui en a fait la promotion? Personne. Valoriser cette promotion. La CEPAM verse pendant 5 ans le salaire d'un secrétariat médical. Voilà, la CEPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie. Et pourquoi, à ce moment-là, le département n'a pas sauté sur l'occasion pour dire « je mets 1 an au bout, 2 ans au bout ». Troisième chose, il y a des infirmières, des sages-femmes qu'il faudrait valoriser. Elles peuvent faire des gestes qui sont des renouvellements d'ordonnances, qui sont un suivi pour des personnes qui sont en dialyse, pour des personnes qui sont cardiaques, pour des personnes qui sont pertendues. Rien, on ne bouge pas. Ce qui est fou, enfin, c'est que on ne demande pas aux infirmières libérales qu'on devrait valoriser, qu'on devrait mettre en avant, qu'on devrait revaloriser, de pouvoir, avec un contact par le médecin en visioconférence, par une télémédecine, mais encore, il n'y a pas d'Internet, pouvoir, avec le patient à côté d'elle, pouvoir être la connexion, mais la connexion vivante, humaine, présente, entre un patient et un médecin. Rien n'est fait. Mais surtout, il n'y a aucune vision, aucune ambition, aucun programme. Quand je vous dis qu'on n'utilise même pas les dispositifs existants, c'est honteux. La CEPAM, payer un secrétariat médical, on ne le fait pas. Installer des jeunes médecins, on ne le fait pas. Et puis, il faut mettre des centres départementaux de santé avec des antennes, bien évidemment. On ne communique pas aussi assez sur cette... Aucune communication, aucune promotion. On ne communique pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. On ne communique pas suffisamment. Et puis... Souvent, le Rassemblement national n'est pas forcément pour beaucoup de communication. Mais là, sur cette question-là, là, bien sûr, il faut communiquer. Mais ce n'est pas de la communication qu'il faut faire. C'est concrètement de la promotion auprès des futurs médecins et des jeunes médecins pour qu'ils viennent s'installer dans un département
département qui a énormément d'atouts. On peut comprendre que la Lozère ou la Creuse soient dans les derniers départements de France d'un point de vue médical. C'est pas les départements les plus attrayants. Mais là, avec Or, le département a tout un tas d'avantages. Je vous coupe, monsieur Houssin, je me permets, mais le département a aussi attiré de nouveaux arrivants. Il va aussi falloir faire face à ça. Tout à fait, mais c'est une opportunité. Là, moi, je suis quand même content. Ça peut aussi être tout à fait valable pour faire venir des médecins à condition de s'y atteler réellement. Quand on consacre que 300 000 € par an à la démographie médicale, c'est absolument ridicule. Ça doit être multiplié par 10. Moi, je suis très heureux. Je voulais simplement revenir, monsieur Houssin, je voulais revenir sur les propositions, parce que moi, je pensais que le Front National, c'est plutôt une légende urbaine, parce qu'on les voit simplement en élection. C'est bien ce que vous dites, monsieur Houssin. Mais qu'est-ce que vous attendez à part les élections? On n'a pas d'élus au département. Mais je suis pour l'adoption de la proportionnelle, ce qui nous permettra d'avoir des élus au département et de faire nos propositions. Conseil départemental que vous ne devriez pas. Attends, vous êtes secrétaire départemental, j'ai cru comprendre, du Front National dans l'heure. On fait cette proposition durant cette campagne électorale. On a déjà fait campagne sur ce point-là lors des dernières élections départementales. Et je voudrais apporter une précision. Tout à l'heure, vous disiez que notre prêt aux jeunes étudiants était une précarisation. Bien sûr que non, puisqu'ils ne rembourseront pas d'argent, ils le rembourseront par le temps passé dans le département. C'est exactement ce que vous avez oublié de le dire. Ce qu'est en train de dire le Parti communiste et ce qu'est en train de dire le Front National, c'est qu'il faudra avoir une préoccupation. Une fois encore, ce département n'a pas de préoccupation parce qu'il n'a pas d'incarnation. Si un président était là, si une majorité existait au lieu de se diviser, elle mettrait des priorités. Elle dirait pas de collège à plus de 500. Elle dirait un revenu pour les jeunes. Elle dirait un médecin à moins de 15 minutes de chez lui. Mais où est ce programme? Ils ne viennent même pas le défendre, mais c'est parce qu'il n'existe pas. Et ces préoccupations, c'est sur ce plateau qu'un certain nombre de personnes qui ne sont pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Houssin, je combats le Front National et je le connais bien. Mais j'entends ce que vous dites et j'entends ce que dit Arnaud Levitre. On sent bien qu'on ne pourra pas durer avec ce désert médical tel qu'il existe. Et vous l'avez dit, comment attirer des Parisiens? Oui. Mais par ailleurs, les médecins, ils ont des enfants. Tiens, c'est bizarre. Où les mettons à l'école? Il faudrait leur proposer. Ils ont un conjoint. Comment trouvent-ils du travail? Tiens, c'est bizarre, il faudrait leur proposer. Où vont-ils habiter? Peut-être que le centre départemental de médecine pourrait s'intéresser un tout petit peu à créer là aussi quelques logements. Là aussi, on est d'accord avec un promoteur. Il y a des solutions concrètes, des solutions faciles, et il semble qu'il n'y a personne dans le cockpit de l'avion pour simplement y penser. Penser, réfléchir, agir et réussir. C'est quand même ce qui devrait être la martingale pour un département. Et là, nous n'avons que le vide. Alors, l'une des solutions justement envisagées, vous en parliez, pour pallier aussi à la pénurie, c'était d'opter pour la télémédecine. Mais comment faire lorsqu'on habite en zone d'un département mal desservi par Internet ou encore les réseaux mobiles? On a vu ces derniers mois, on le disait, une demande grandissante de la part de tous ceux qui ont dû aussi basculer dans le télétravail. Le département actuel annonce une couverture à 100% en 2023 et nous indique que l'Eure se classe parmi les 10 premiers départements en France, les mieux avancés. Une réalité à laquelle ont du mal à croire justement. Écoutez, Angélique et son fils Kéran, ils habitent à Louviers. C'est très court. On est plusieurs sur la Wi-Fi, notamment quand il y a eu les devoirs à la maison. C'était la cata. Et la télé ne fonctionne pas. Donc on est obligé de mettre sur l'antenne classique. Pour mes cours en visio, ça buguait trop. On entendait la prof, c'était ça frisait, quoi. Voilà, Angélique et Kéran, son fils, qui habite Louviers, interrogé par Arthur Audet. On est carrément dans le concret, là, Timothée Houssin. Oui, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, si on veut maintenir et attirer des jeunes, maintenir et attirer des entreprises dans le département, avoir la fibre, avoir du haut débit, avoir un bon réseau téléphonique, c'est indispensable. On nous dit que le département sera dans les meilleurs de France. Je pense que c'est quand même mal connaître le département. Il y a encore énormément de zones à problème. Et puis, il y a une fracture numérique qui touche la ruralité. Ce n'est pas le seul problème qu'a la ruralité, parce que en réalité, l'État, sous l'égide de M. Macron, investit 2 fois moins par habitant dans la ruralité que dans les grandes métropoles. Donc, nous, il y a un rééquilibrage à faire sur le numérique, mais aussi sur plein d'autres sujets en faveur des habitants de la ruralité qui sont quelque peu délaissés. Puis, il y a une fracture numérique que j'appellerais la fracture numérique sociale, c'est-à-dire celle des gens qui, en fait, n'ont pas acquis les compétences numériques. Or, là aussi, le département peut faire quelque chose. Le département gère les collèges. Il faut se donner pour objectif que les collégiens ne sortent pas du collège sans avoir acquis un certain nombre de compétences dans le numérique, puisque demain matin, quand ils vont vouloir travailler pour leur emploi, mais aussi pour trouver un emploi, ça va être indispensable. Et puis, il faut leur donner aussi du matériel informatique pour créer une égalité des chances entre les jeunes. Ils ont des espaces numériques de travail et en fait, pendant le confinement, ils n'ont pas pu y avoir accès. Oui, parce qu'il y a des investissements à faire dans la ruralité, mais il y a aussi, au-delà des jeunes, toute une problématique sociale de gens qui ont perdu leur emploi, qui ont par exemple une 50aine d'années, et il faut, par le biais de formation, leur permettre d'avoir les compétences numériques qui sont indispensables au retour à l'emploi. Alors, couverture à 100% en 2023, pardon, mais moi j'ai l'impression d'entendre ça depuis 10 ans. En fait, voilà, on voit la fibre, on la voit s'installer,
mais elle n'est pas raccordée. L'Eure était une zone blanche, elle est devenue un trou noir. Et chaque année, depuis 6 ans, M. Le Hongre vient et me promet que, par exemple, à Val-de-Reuil, il y aura, ou ailleurs, il y aura la fibre. Mais elle n'arrive pas. Et elle n'arrive pas, ils n'ont pas su gérer la pandémie, il n'y a pas eu de masque quand il fallait avoir des masques. Il n'y a pas eu de gel quand il fallait avoir des gels, alors qu'on a des entreprises cosmétiques qui en fabriquent. Il n'y a pas eu de tests quand il fallait des tests. Et il n'y a pas eu d'Internet quand il fallait avoir un Internet. Quand on était salarié et qu'on avait un fichier un peu lourd à passer, la croix et la bannière. Quand on était étudiant et qu'on devait fermer l'image pour avoir le son, c'est un peu honteux. Les plateformes des collèges dont on parle se sont révélées sous-dimensionnées. Là aussi, il y a des mesures pratiques et il y a des mesures simples qu'il faut faire. La première chose, c'est qu'il faut faire un bilan. Et je suis désolé, moi je suis de la Cour des comptes. Il faut un audit rapide sur qui s'est trompé, qui a gâché, qui s'est trompé dans cette histoire pour savoir quand on va pouvoir avoir cette fibre et donner des échéances claires aux gens. C'est la première chose. La deuxième chose, personne ne leur dit que ça va être payant. Et donc, il faut créer rapidement une offre sociale à 15 € pour que chacun ait une plateforme de service. Sans ça, peut-être que les Eurois ne savent pas que c'est 150 € au départ et 30 € par mois. La troisième chose, nos élèves... Je pense qu'on ne le sait pas. Attendez, 150 € plus 150 30 € par d'inscription mois. et 30 € par mois chez votre opérateur. Ça peut-être n'était pas suffisamment dit par M. Le Hongre et M. Le Cornu. La troisième chose, nos élèves n'ont pas de cartable électronique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette clé USB sur laquelle il y aurait tous les manuels et cet ordinateur dans leur cartable. C'est absolument invraisemblable. Et enfin, quand on voit que OVH, qui est le serveur d'un certain nombre de collectivités locales, est tombé en panne, quand on voit que la ville d'Évreux s'est fait pirater ses données informatiques, le fait qu'à aucun moment dans ce département qui est un peu au Moyen-Âge avec M. Le Cornu, M. Le Hongre, on ne sache pas qu'au XXIe siècle, il faudrait mieux qu'on ait un data center qu'on pourrait d'ailleurs partager avec les collectivités locales, c'est un peu de la folie. Et il y a beaucoup de choses à dire. Le fait que aller sur le site du département, ça fait maintenant 10 ans qu'on parle de l'open data. Ouais. Sur le site en open data du département, vous n'avez pas la carte médicale, vous n'avez pas la carte de la fibre, vous n'avez aucune donnée parce que vous avez 3 schémas qui se battent en duel. C'est-à-dire que, véritablement, l'Eure est un peu au Moyen-Âge et c'est quand même embêtant. Moi, j'aimerais bien que l'Eure soit le premier département intelligent de France, qu'on utilise l'intelligence artificielle, les objets connectés, qu'il y ait de l'e-administration pour les communes, qu'on fasse de l'accès aux services médicaux, par exemple, un maillage Internet. On arrive à la télémédecine et on n'y arrive parce que là, pas. on n'y arrive pas partout. Et aussi pour former les élus, d'ailleurs. Arnaud Levitre, évidemment, on le sait, hein, le mouvement est peut-être en marche parce que on voit la fibre s'installer mais pas être raccordée, c'est ce que je disais. Depuis le confinement, il y a eu de nouveaux arrivants qui se sont installés. Comment faire face, comment réduire ces inégalités entre les territoires? On le voit bien, M. Jamel disait, il y a des villes, il y a des lieux qui sont 3G, 4G même aujourd'hui, et puis il y a encore des problèmes de haut débit dans d'autres secteurs. Comment réduire aussi ces disparités? Pour compléter ce que M. Jamel disait, et je suis en total accord avec ce qu'il vient de dire, il faut quand même dire que la continuité, le très haut débit, c'est pas la droite qui a réfléchi au projet. C'est pas la droite, c'est la gauche. Avant 2015, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2015? En fait, ils ont passé des tuyaux partout dans le département. Très bien. Mais est-ce qu'ils se sont posé la question? La première, c'est est-ce que les gens peuvent payer? Est-ce que les gens ont la capacité justement de formation pour pouvoir accéder à ce haut débit? Et est-ce qu'ils ont le matériel pour le faire? Alors nous, on formule 3 propositions. La première, c'est une tarification sociale. Marc-Antoine l'a dit, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Il a été question de 150 € plus 30 € par mois. Aujourd'hui, dans la situation catastrophique sociale dans laquelle on est, ça me paraît majeur. La seconde, il faut qu'on puisse permettre un accompagnement technique et financier aux familles les plus en difficulté pour regarder déjà dans quel état est leur appareil. Est-ce qu'il va supporter le très haut débit? Et puis, il faut se le dire, si ce n'est pas possible, il faudra réfléchir de quelle manière on peut connecter ces personnes avec un ordinateur. Parce qu'à l'époque de la dématérialisation aujourd'hui, les services publics sont de plus en plus loin. On a fermé les trésoreries, on leur demande aujourd'hui, par exemple, de remplir leur feuille d'impôt. Vous savez que les enfants travaillent sur Internet, les impôts sont sur Internet, les Français se déclarent incapables de faire des recherches ou des déclarations en ligne. 15%. Et puis, la troisième chose qui me paraît aussi importante, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est créer une formation de proximité avec des bus qui pourraient aller au cœur de la ruralité, mais pas simplement pour nos aînés, pour les gens qui sont en difficulté, en précarité numérique. Ces 3 propositions-là, là, on n'est pas dans la litanie des chiffres ou dans la gestion de petits comptables, on est dans le réel, encore une fois, dans l'humain qui fait le réel qui est là maintenant. Et j'ai juste en envie fait de dire, aussi, il y a aussi ça qui est criant, Monsieur Levitre. Juste, je termine, c'est-à-dire que là, on parle encore au futur, mais là, c'est déjà criant maintenant. Mais bien sûr que c'est criant maintenant. L'échec, il est aujourd'hui, c'est clair. Je vais finir là-dessus. Si on veut réduire la fracture numérique, eh bien, il faut peut-être faire un petit peu moins de numérique.
et peut-être mettre le paquet sur les services publics, en attendant justement que les formations puissent en adéquation avec le mouvement réel. Et le mouvement réel, c'est dès lors où 100% des personnes pourront accéder au numérique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Comment faire face à la demande? Attendez, monsieur Jamet, je voudrais poser la question à monsieur Houssin aussi. Pour le télétravail, on l'a compris, mais aussi pour l'économie locale, en fait. C'est tout bête, un terminal de carte bleue, en fait, ça fonctionne avec la fibre, avec les réseaux Internet. Là, on parle économie, on parle développement économique et développement du territoire. Comment faire face, justement? Je pense que ça montre justement aux électeurs l'importance d'aller voter les 20 et 27 juin. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas résoudre en quelques minutes ou en quelques jours les problématiques du retard qui a été pris par la majorité précédente. Donc il faut... Il y a eu un confinement quand même, visiblement, qui a ralenti un peu les chantiers. De politique. Et puis après, il y a quand même des solutions d'urgence. On peut développer l'Internet satellitaire. Il y a des possibilités de ce type, mais il va falloir investir, cartographier et puis lutter notamment contre les zones blanches, mais aussi contre les zones grises, c'est-à-dire les zones où maintenant l'Internet est certes déployé, mais avec des débits totalement insuffisants. Et on a tendance à faire de la communication au niveau du département sur le fait qu'ils ont réduit les zones blanches. Oui, mais ils ont créé des zones avec des débits totalement insuffisants pour attirer des entreprises. Ça nous empêche de faire de l'économie aujourd'hui, ça, dans l'heure? Ça empêche. On est aujourd'hui à un moment où effectivement des chefs d'entreprise, peut-être d'autres régions, pourraient être attirés par un département comme l'heure. Et effectivement, c'est un vrai frein. Quand vous arrivez dans un département que votre entreprise ne peut pas avoir un débit suffisant, vous allez vous installer ailleurs. Or, aujourd'hui, on risque d'en payer les pots cassés de la politique qui a été menée par là. Très bien aussi, de la région parisienne. C'est intéressant, les entreprises. C'est intéressant parce que justement, il y a le numérique qui peut évidemment favoriser le développement économique. Mais si le numérique favorise le développement économique, par exemple avec des aides de l'État, nous, on propose, c'est le maintien, voire le développement de tous les emplois dans les entreprises. Et si ce n'est pas respecté, eh bien, on récupérera l'argent public. C'est aussi simple que ça. Parce que sinon, on ne changera jamais de paradigme. Moi, j'aime bien le concret, parce que nous aussi, je dis que j'ai une ville, mais toi, tu l'as, Arnaud. Non, mais j'aime bien le concret par rapport à la droite. Et on est bien obligé de faire son bilan quand elle n'est pas là. Combien y a-t-il de personnes qui sont chargées du développement numérique dans la Manche? 50. Combien y en a-t-il dans l'Eure? 10. C'est l'explication de pourquoi nous sommes les derniers. Quelle est la réalité des zones blanches? Eh bien, le département vous donne des chiffres tout à fait sympathiques. Il faut enlever 3 villes petites, Évreux, Vernon, Louviers, où ce déploiement a été fait par l'initiative privée, pas par le département. Et quand on enlève ces 3-là, on s'aperçoit que le Conseil général est déconnecté. Et que le Conseil général étant déconnecté de la réalité, de la modernité, il nous a déconnectés, nous, du travail. Mais on parle du télétravail, le téléenseignement. Je pense à tous les instituteurs qui ont cherché à avoir sur des plateformes leurs élèves, ou des plateformes tout bêtement des collèges que le département était censé entretenir et qui se sont révélées trop petites, avec pas assez de mémoire, pas assez de rapidité. Et quand vous étiez prof d'histoire géo ou prof de mathématiques et que vous vous arrachiez les cheveux, eh bien c'était de la faute. À un moment, il faut dire de qui est-ce la faute? C'était de la faute du département, et ce département était géré par les gens qui sont absents aujourd'hui. Il y avait les élèves aussi, il n'y avait pas que les professeurs, il y avait aussi les élèves. Marc-Antoine Jamet, cette question-là, je vous la pose aussi à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, ça nous empêche de nous développer économiquement dans l'heure? Bien évidemment, notre complexe, notre difficulté, on le sait, c'est d'être entre les Yvelines et la Seine-Maritime. Et on ne peut être que dans l'excellence, que dans l'affirmative action de tout. De notre capacité Internet, où on doit être plus fort, de notre capacité médicale, où on doit être plus fort, de notre capacité culturelle, où on doit être plus fort. Culture, j'en entends pas parler. Sport, j'en entends pas parler. Éducation, c'est le naufrage. Internet, c'est la déconnexion. Médecine, c'est le désert. À chaque fois qu'on perd des points, c'est l'heure qui perd des points. Or, l'heure, elle a besoin d'être dirigée par des gens qui seraient des gens actifs, entrepreneurs, avec des idées, basées d'ailleurs sur la solidarité, parce que la solidarité. Et donc, bien sûr, cette équipe nous fait perdre des points. Cette équipe nous fait reculer. Cette équipe, je veux dire bien d'une certaine façon, que parfois elle n'est pas montrable à des gens qui viennent avec un vrai projet et qui ne parlent pas le même langage. C'est-à-dire qu'on comprend que ces gens-là ont un peu vieilli ou qu'ils sont un peu dépassés. C'est très dur pour nous parce que ça nous fait perdre des emplois, de la croissance et de la richesse. Les candidats de l'absence. Pourtant, il y a du potentiel dans l'heure. Énorme. On est dans un département qui est magnifiquement placé. C'est-à-dire qu'on a cette ruralité, ces paysages, cette campagne, ces forêts, ces rivières. Moi, je suis dans une ville nouvelle où j'ai la forêt de bord à 3 mètres, l'Andelle, l'Eure et la Seine. C'est une chance extraordinaire. Et en même temps, on est le 11e département industriel de France. Et personne ne le sait. Mais c'est ça, en fait, qui est difficilement compréhensible aussi pour nos téléspectateurs. C'est qu'on est... Voilà, on est fort. Le département de l'Eure est un département assez puissant, justement. On est fort et ce département nous a rendu faibles. On a le sentiment qu'il y a toujours des difficultés pour se développer avant
Monsieur Levitre, Monsieur Houssin? Qu'est-ce que vous en y a pensez? évidemment de quoi on s'empêche, en fait? Il y a aussi, déjà, on se considère souvent, j'ai l'impression, comme ayant beaucoup de difficultés, alors au contraire, on peut être un département très attrayant. Et je pense qu'il y a effectivement de la communication aussi à faire, parce que dans le cadre post-Covid, on peut attirer des habitants et des entreprises dans le département, à condition de s'en donner des moyens. On peut attirer des médecins, on peut attirer des jeunes familles. Or, on ne s'en donne pas les moyens aujourd'hui, et c'est très important de le faire. Est-ce que le transport a quelque chose à y voir? Oui. On pourrait s'interroger, demander un petit peu à la région d'améliorer les trains, ça c'est vrai. Oui, c'est plutôt... Vous savez, clairement, je pense que le département aujourd'hui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Vous parliez de transport. Nous serons les candidats qui s'opposeront frontalement au pseudo-contournement Est de Rouen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les alternatives de mobilité, ça veut dire quelque chose. L'État a vendu l'autoroute aux Rouennais sur un mensonge. On leur a dit que ça allait désengorger leur ville. Et bien sûr qu'ils ont bien le droit, les Rouennais, d'avoir leur ville désengorgée du tout bagnole. Mais une fois qu'on a dit ça, les dégâts collatéraux, c'est dans l'heure que ça se passe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut nous faire passer un serpent de mer avec un viaduc à la petite semaine, avec de 45 mètres de haut. 45 mètres de haut, de la culture à particules fines, de la pollution à particules fines, de la pollution phonique et toutes les positions et toutes les dispositions qui vont avec. Ça, c'est inacceptable. Alors qu'on a le fleuve, alors qu'on travaille notamment sur un territoire, je n'ai pas le droit de parler de mon canton, sur un territoire pour que le fluvial existe. On se bat pour que les petites gares puissent être maintenues et développées pour refaire justement une dimension d'alternative qui soit intéressante. Voilà des propositions qui sont fortes. Si demain, nous prenons la majorité au département, nous nous affirmerons clairement contre ce pseudo-contournement Est de Rouen. Ça, c'est le contournement Est de Rouen. Mais pour le territoire de l'Eure, plus précisément, oui. Monsieur Levitre, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait plus de développement, pour qu'en fait l'Eure rayonne davantage? Vous le disiez, on est coincé entre la mer et la région parisienne. On est à 1 heure de Paris, on est à 1 heure du Havre. Aujourd'hui, le développement industriel, Made in Bernard Leroy par exemple, c'est de créer des grandes zones d'entreprises écoparcs sans se soucier du maillage interconnecté assez fin réparti sur le département de l'Eure. Donc moi je pense que, il faut qu'on puisse être en capacité de créer des zones à dimension humaine, industrielle sur le territoire. 2, qu'on soit capable d'entendre les salariés. Parce que quand une entreprise, telle que Manoir Industrie, qui va mal aujourd'hui, c'est généralement les alternatives qui sont portées par ceux qui font le travail. Et c'est ces salariés qui, souvent, portent des propositions qui sont propres pour l'avenir. Je prends le cas de Emeril. Emeril, aujourd'hui AA, c'est les salariés qui ont porté ces alternatives économiquement chiffrées qui ont permis de changer les choses. Moi, je pense qu'il faut redonner pas simplement une stratégie comptable pour attirer. L'attractivité est très importante, mais une fois que c'est là, il faut savoir le répartir avec un maillage assez fin sur le territoire. Je parle des entreprises. Et soutien aux salariés, évidemment, de toutes les entreprises, maintien et développement de l'emploi partout. Timothée Houssin, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est au département, justement, de soutenir ces entreprises-là, ces industries-là, pour qu'elles restent sur le territoire? Ça peut bien sûr être le rôle du département. C'est aussi, avant tout, le rôle de la région, qui a parfois aussi un certain nombre de manquements. C'est pour ça que nous présentons aussi des candidats aux régions. Je voulais rebondir un peu sur ce qui a été dit sur le contournement Est de Rouen. Aujourd'hui, on est sur un projet qui est totalement disproportionné, alors même que les Rouennais ont besoin d'un contournement. C'est marrant parce que ils ont besoin d'un contournement. Alors nous, on a toujours été pour l'ancien tracé, c'est-à-dire en fait, la problématique pour nous, elle est de relier le rond-point des Vaches au tunnel de la Grand-Mare. Et ce qui nous est proposé aujourd'hui avec 8 viaducs, c'est beaucoup trop coûteux. Et puis ça va imposer un péage qui fait qu'en fait, en dehors des heures de pointe, tout le monde va contourner ce péage et qu'en fait, ce contournement ne sera pas rentable et la compagnie d'autoroute va se retourner contre les collectivités locales pour qu'elles payent la différence. Ça me permet aussi de rebondir un petit peu sur la problématique des gilets jaunes. On a parlé beaucoup de transport. Il y a d'autres modes de transport à défendre, mais il ne faut pas non plus en permanence, notamment dans un département comme l'Eure, taper sur les automobilistes. Il y a tout un travail du département à faire sur l'amélioration du réseau routier. Il faut également revenir à 90. L'Eure souffre de ça aujourd'hui. Il faut arrêter, notamment en termes de taxes, de taper sur les automobilistes, parce que bien souvent dans l'Eure, pour se déplacer, pour aller travailler, on est obligé d'avoir une voiture. Et on ne va pas mettre une ligne de train dans chaque village non plus. Il faut bien sûr développer des moyens de transport plus propres, mais il ne faut pas totalement oublier le véhicule individuel, qui est notamment pour les familles, est indispensable. Le territoire souffre de ça, pardon, monsieur Jérémy. Oui. Le territoire souffre de ça?
De quoi de son manque de développement, de son manque d'interconnexion. Il manque un certain nombre d'infrastructures et d'interconnexions dans les différents modes, pas seulement dans les modes ferrés ou maritimes, aussi dans les modes routiers. Très rapidement, monsieur Jamin. Oh, si vous me permettez, la première chose, c'est qu'il faut revenir de temps en temps à la politique. Comment voulez-vous que ce département fasse de la stratégie économique alors que l'ennemi de M. Lecornu et de M. Lehongre, c'est M. Morin et M. Moret? Ils ne sont pas d'accord. Quand ces gens vont voter, ils vont voter soit pour Bonater, soit pour Morin. Donc il n'y a pas de cohésion. Et si on n'est pas en cohésion avec la région, ça ne fonctionnera pas. Et Avant, il y avait un sommet des départements normands. Oui, il a apparemment périclité. Et je crois que chacun fait la tête un peu de son côté en ayant dit des choses épouvantables les uns sur les autres. La droite très unie, c'est une droite qui s'insulte en règle générale. Et puis, il y a des solutions pratiques. Pas très loin de chez moi, c'est vrai, et je ne dirai pas où c'est. Non. On met des stations à hydrogène ou des stations de recharge électrique rapide. Comment voulez-vous lutter contre la pollution si ce département n'est pas capable de faire un réseau de recharge électrique où en 20 minutes, le temps de boire un verre, le temps d'aller déjeuner, le temps d'aller à un rendez-vous de travail, on peut recharger sa voiture? Comment voulez-vous que les camions ne soient pas des camions à particules qui sont celles du diesel si vous ne mettez pas des stations d'hydrogène? Donc là, alors on a l'impression qu'on leur parle comme si on parlait aux pierres à feu dans la tribu de Rahan quelque part. Enfin, ils sont en train de faire du feu avec des cailloux et on leur parle d'hydrogène, d'électricité. Et bien sûr qu'il faut être contre le contournement et absolument contre le contournement et que d'une certaine façon la droite est pour et que la gauche est contre parce qu'elle veut des paysages, une qualité de vie, un bien-être et assurer à des gens qui n'ont pas toujours beaucoup d'argent la qualité et la richesse d'un paysage et d'une tranquillité. Mais sans station d'hydrogène, sans station d'électrique à rechargement rapide, on n'aura rien. L'heure a besoin de modernité et de priorité. Ils montent sur tous les chevaux, ils ne savent jamais quelle est la ligne d'arrivée. Il faut monter sur quelques chevaux et dire c'est là où je veux aller, et ben j'y arriverai, et en 6 ans, en chiffrant si possible, et en donnant des objectifs que tout le monde comprend, c'est-à-dire en communiquant. Le silence, la confusion, c'est pas bon. Je pense qu'il y a un sujet sur la bétonisation qui a été abordé très rapidement. Il faut cesser au maximum l'artificialisation des sols. On a dans le département énormément de friches, énormément même parfois en centre-ville, de lieux qui ne sont pas utilisés. Il faut les réhabiliter au mieux et éviter au maximum l'artificialisation des sols. Il y a une vraie politique à mener en la matière. Je voudrais finir juste sur la fracture numérique. On avait dit 100% en 2023. Est-ce que vous y croyez, vous, maintenant? Est-ce que tout est mis en œuvre pour y arriver? Je pense qu'on nous ment sur ce qu'on appelle 100%, c'est-à-dire qu'ils vont améliorer légèrement le réseau dans 100% des endroits, mais il reste nettement insuffisant. Donc en fait, il faut d'abord définir ce qui est 100% et se fixer des objectifs vraiment de vrai haut débit partout. Il y a des élus locaux qui écrivent toutes les semaines au ministère de l'économie, justement, là-dessus. Mais 100%, ça veut dire que si 100% des câbles arrivent jusque chez les gens, c'est très bien. Mais si 100% d'entre eux n'arrivent pas à se connecter parce qu'ils n'ont ni le matériel, ni la possibilité d'abonnement, ça ne sera pas 100%. On ne peut pas réfléchir à un contenant et si on ne réfléchit pas au contenu. Et on ne peut pas réfléchir à un contenu. Moi, je veux bien acheter une bouteille d'eau sans eau, mais ça ne va pas beaucoup me désaltérer. Et ben, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils vous vendent une bouteille vide. Arnaud Levitre. Moi, je pense la même chose. C'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, 2023, c'est court. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont attendu? 2015, on est en 2021. Alors aujourd'hui, effectivement, Marc-Antoine Jamel l'a dit, s'il suffit de passer des tuyaux partout, passons-les. Mais à un moment donné, il faut travailler sur les formations, réfléchir en profondeur de quelle manière l'espace intergénérationnel puisse s'investir dans le numérique, de quelle manière les précaires puissent y arriver et de quelle manière, encore une fois, nos aînés, qui sont très très doués, d'ailleurs en la matière. Mais de plus en plus. De plus en plus. Mais justement, il faut les aider. Et ça prend pas 1 an et demi. Donc quand on nous dit 2023, c'est de l'enfumage encore une fois. Ça veut dire que nous, demain, si on arrive à la majorité départementale, il faudra qu'on retisse un projet très fort de lien, l'expliquer. Parce que la démocratie participative, ça a du lien aussi, ça a du sens qui n'existe pas aujourd'hui. Donc il faudra le travailler avec les gens. Il ne nous reste que quelques minutes pour conclure ce débat. Et pour ce faire, j'ai demandé à chacun d'entre vous de choisir un thème que vous souhaitez défendre et que vous mettriez en œuvre si vous étiez élu. Vous avez chacun 1 minute 30 pour le défendre. On va encore une fois respecter l'ordre alphabétique. Monsieur Houssin, on va commencer par vous. De quoi souhaitez-vous nous parler ce soir? Alors moi, j'ai choisi de parler du sujet des mineurs isolés étrangers. Il s'agit en fait de voilà. migrants clandestins qui bien souvent ne sont pas mineurs, qui sont souvent de faux mineurs et de vrais délinquants et qui coûtent de plus en plus cher à l'État français. Ils coûtent 2 milliards d'euros par an, puisqu'en réalité, ces jeunes qui ne viennent pas du tout de pays en guerre, qui ne devraient pas bénéficier de la politique d'asile, en réalité, on les prend en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Ça coûte 7,5 millions en 2020 au département de l'Eure pour prendre en charge une majorité de faux mineurs qui restent à notre charge. Nous souhaitons faire cesser cet abus, de prendre uniquement que les personnes qui sont réellement mineures et qui méritent d'avoir le droit d'asile. Et on pourra ainsi faire un certain nombre d'économies. Ça permettra de donner davantage d'argent à la ruralité. Ça permettra de mettre en place, d'améliorer
aurait l'offre de soins et puis on pourra aussi faire des dépenses dans le domaine de la sécurité, qui est un autre élément qui a été totalement délaissé par la majorité sortante. Vous êtes contre l'aide médicale d'État, 100 000 € par an en 2020. Vous êtes contre l'aide médicale d'État, vous? On est pour une réforme de l'aide médicale d'État parce qu'on pense qu'il y a énormément d'abus. Par contre, effectivement, dans le cas par exemple, c'est rigolo quand même parce que justement sur les mineurs non accompagnés, vous savez qu'il n'y a pas de frontières. Les virus, il n'y a pas de frontières. La crise sanitaire nous l'a dit. On est contre au cas par cas parce qu'il y a un certain nombre. Au cas par cas, d'accord. Mais c'est pas ce que vous mettez dans vos plaquettes, donc c'est compliqué. Vous savez, l'aide médicale d'État, on pourra la garder à une seule condition, toujours dans la c'est qu'on démarche de limite très vouloir fortement l'immigration, dissocier les gens, de cultiver la haine. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est scandaleux. Mais j'ai jamais dit ça. Mais vous n'avez pas le droit de dire aujourd'hui que les mineurs non accompagnés, c'est une majorité de délinquants. Vous n'avez pas le droit de dire ça parce que c'est faux, c'est absolument faux. Vous pourrez être poursuivi pour ça. On va passer à Marc-Antoine Jamet. Messieurs, on va passer à Marc-Antoine Jamet qui a 1 minute 30 pour nous dire le thème que vous avez Chacun choisi. sa manière d'être. Je ne pense pas que c'était le moment des condamnations et des polémiques, des anathèmes et des injustices. Je pense que c'est le moment des repères et des valeurs. Et moi, je voudrais parler des mutations. Ce n'est pas de toi dont je parle, c'est d'autres. Les condamnations sont venues d'ailleurs. Je pense que ce n'est pas le moment. Il faut mieux être sur des propositions d'avenir, sur des propositions constructives, que sur des condamnations stériles. Et je pense qu'il faut mieux s'occuper des Eurois. Moi, je pense que la crise sanitaire, elle a eu des conséquences économiques et sociales, on le sait. Mais ces conséquences économiques et sociales, elles ne sont pas apparues avec la crise sanitaire. Elles se sont approfondies et elles se sont accélérées. La crise sanitaire, c'est une rupture et c'est un détonateur. Et pour ça, on ne peut pas repartir comme avant. C'est ce que je voudrais dire aux Eurois. C'est impossible de repartir avec la même équipe, sans idées, sans originalité, sans envergure, sans personnalité, sans ambition, sans vision. Il faut plus d'enthousiasme. Il faut plus de capacités, il faut plus de compétences, et je me permettrai de le dire peut-être, si vous me le permettez, plus de travail. Il faut que l'heure ne soit pas en retard, il faut que l'heure soit en avance. Et pour ça, l'équipe sortante a échoué en tout. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Elle a échoué en tout et que c'est ce qui est apparu. Elle a échoué en tout, sauf en une seule chose. Il y a eu un tour de magie par lequel elle a réussi à transformer des élus locaux, des Républicains, en ministres en marche. Mais c'est la seule chose qu'elle a réussi à faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, écologistes, force de gauche, femmes et hommes de progrès, nous voulons un avenir meilleur avec 4 défis et 4 mutations. 4 défis, 4 mutations. La mutation technologique. Fini l'emballage, l'empaquetage, il faut être dans la production et la recherche. Économique, fini la mondialisation en panne, il faut des circuits courts, des systèmes d'échange. Numérique, fini les ordinateurs qu'on n'a pas, il faut l'intelligence artificielle. Et puis écologique enfin, fini le contournement de Rouen, des énergies renouvelables, des mobilités douces, un avenir qui projette et un avenir qui protège. Pour l'heure, avec une équipe compétente et nouvelle. Je vous coupe. Vous avez raison. Place à Arnaud Levitre, parce que sinon, voilà, vous n'allez pas terminer. De quoi avez-vous choisi de nous parler, vous? J'ai choisi de parler d'éducation, simplement dire que si le spectre de la gauche aujourd'hui soutient notre candidature, en tous les cas dans mon canton, c'est parce que nous portons aussi le réflexe d'éducation populaire et l'éducation en général. Je vais vous donner un chiffre. 30 mètres. Vous savez ce que c'est 30 mètres? C'est à peu près votre plateau télé. Eh bien, 30 mètres, c'est sur un chef-lieu de canton, un collège et un petit village à côté. Les premières maisons du petit village, c'est 30 mètres à côté. Et moi, je connais des Rouennais qui ont acheté cette maison parce qu'ils pouvaient voir à hauteur de vue leurs gamins partir au collège. Et puis, révision de la carte scolaire Médine Le Cornu. Médine Pascal Lehongre, Médine macronisien de droite. Eh bien, aujourd'hui, ces mêmes gamins, ils font 40 minutes pour aller chez mon collègue Marc-Antoine Jamet. Et ils font 40 minutes pour revenir. Voilà la démonstration des décisions déconnectées du mouvement réel. Et ça, c'est proprement scandaleux. Si nous sommes élus demain, nous proposons évidemment, mais Marc-Antoine l'a dit aussi, de réviser de manière très responsable cette carte scolaire, remettre du lien. Et puis la dernière chose que je voulais dire avant cette émission, c'est, vous savez, l'école, elle est gratuite jusqu'à 16 ans, dans les faits. Hein. Mais vous savez combien ça coûte un kit de fourniture pour un gamin de 6e? C'est 400 €. Une augmentation de 12% depuis le 2019. Nous proposons de rendre gratuit les fournitures scolaires pour les gamins des collèges. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat, d'avoir joué le jeu du débat d'idées. Pour être tout à fait équitable et en règle, j'aimerais rappeler les autres candidats en lice pour chacun de vos cantons respectifs. D'abord dans le canton de Bernay, tout d'abord pour vous, Monsieur Houssin. Dans le canton de Pont-de-l'Arche, ensuite, avec 4 listes pour Monsieur Levitre. Et puis pour finir, dans celui de Val-de-Reuil avec Monsieur Jamet. 4 listes également. Je vous donne rendez-vous le 20 juin pour le premier tour des élections départementales. Mais avant ça, débat des régionales prévu mercredi 9 juin. Ce sera en direct à partir de 21h15 sur France 3 Normandie. Très belle nuit à vous et à bientôt.